Alors bonjour, nous allons commencer à vous présenter en fait ce webinaire consacré au sujet gérer l'adaptation du poste de travail et le reclassement, cadre juridique et pratique. Alors, nous avons un problème de défilement. D'accord, ça commence bien. Arrêtez. Alors, excusez-moi, il doit y avoir un petit souci de partage. Hop, voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Hop. Bon. Voilà. Alors, donc, gérer l'adaptation du poste de travail et le reclassement, cadre juridique et pratique. Je vais présenter ce webinaire en compagnie du docteur Pensado, médecin du travail, qui est avec nous cet après-midi. Oui, bonsoir à tous. Je me présente donc, je suis médecin du travail au sein d'Efficience et puis j'interviendrai après M. Bautouan, donc Voilà. de cet exposé. D'accord, merci Carmen, à tout à l'heure. Alors, je suis juriste en droit social, donc j'interviens auprès des médecins du travail, notamment d'Efficience. Donc ma spécialité, évidemment, la question de l'inaptitude, mais également celle du handicap. Alors, on va essayer de traiter un sujet, ou plutôt une question, c'est surtout celle pour les employeurs. Quelles sont les actions attendues de la part de l'employeur lorsqu'il est informé des restrictions médicales et de l'inaptitude de son salarié en vue de tenir son poste de travail? Donc, c'est vraiment la question juridique que je vais traiter, et c'est le cadre juridique à respecter par l'employeur. Et je vais surtout traiter ce sujet à travers le prisme de la loi de 2016 qui a réformé ce régime juridique. Ensuite, le cadre juridique déterminant la pratique en partie, nous passerons la parole à Carmen, donc Carmen, médecin du travail à Efficience, santé au travail, qui nous décrira en fait sa pratique et surtout la pratique à construire avec le médecin du travail, c'est-à-dire la partie numéro 2. Évidemment, l'objectif, ne nous cachons pas, c'est le maintien dans l'emploi. Alors, nous allons avoir deux présentations. Nous avons initialement prévu qu'elles se déroulent en 30-40 minutes, partie 1 donc, et partie 2. Pour une question de confort, je pense que nous prendrons peut-être un petit peu plus de temps, car notamment, à mon avis, pour le cadre juridique, je ne pourrais pas aller trop vite, sinon à nous perdre. Alors, j'espère, et nous tiendrons à avoir des échanges au terme de ces deux exposés. Alors, là-dessus, vous voyez que sur votre écran, et dans le cadre du logiciel Zoom, vous avez un icône Q&R, qui veut dire question-réponse. Cela veut dire que vous pouvez nous poser des questions, et ces questions, en fait, nous y répondrons à la suite de nos deux exposés. Donc, nous ne répondrons pas pendant notre exposé, mais à la suite. Voilà. Bon, normalement, c'est relativement simple. Je vais entamer mon exposé. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai axé mon exposé sur la réforme du 8 août 2016, donc la loi relative au travail et à la sécurisation des parcours professionnels. Précédemment, je préfère faire un petit détour par les questions d'inaptitude. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inaptitude? Qui va nous permettre en fait de cadrer le sujet. C'est-à-dire que je traite là de l'adaptation du poste de travail et du reclassement. Donc, je traite de l'inaptitude. À côté, nous avons vu l'objectif, c'est le maintien dans l'emploi. Je dirais que le maintien dans l'emploi, c'est juridiquement quelque chose de différent, puisque en fait, le maintien dans l'emploi est arrivé après l'inaptitude dans le Code du travail. L'inaptitude étant arrivée en 1992, avec l'obligation de reclassement de l'employeur. Ensuite est arrivé, je dirais, par l'AGFIP, en fait, parce que c'est un concept d'abord ergonomique, en 1995, puis la mise en place, ce qui est aujourd'hui le Cap emploi, qui était précédemment les CERMET, des Cap emploi en fait, qui s'occupent du maintien dans l'emploi, donc une offre de service de l'AGFIP qui s'appelle le maintien dans l'emploi, qui a été initiée et développée depuis 1995. Enfin, aujourd'hui, on parle aussi de prévention de la désinsertion professionnelle. Et là, je dirais qu'on est beaucoup plus sur une question de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité sociale, plutôt l'assurance maladie, qui développe en fait cette pratique depuis 2008. Et en fait, on retrouve des outils, on en parlera peut-être tout à l'heure, et sûrement avec Carmen, que sont les outils que sont notamment l'essai encadré, qui est un concept, qui est un outil qui vient de la sécurité sociale,
l'examen de pré-reprise qui est dans le Code du travail, mais qui est initié par l'assurance maladie, dans le sens où en fait on va s'occuper de l'assuré qui est en arrêt de travail. Voilà. Enfin, il y a aussi le temps partiel thérapeutique qui aussi appartient à la sécurité sociale. Donc on voit, on a trois concepts qui sont importants à distinguer et en même temps aujourd'hui qu'il faudrait harmoniser. Et on le verra, c'est l'objet d'ailleurs de ma démonstration, ou plutôt de mon exposé, c'est de dire que nous avons l'inaptitude et l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié inapte. Vous avez l'obligation pour les employeurs d'employer des travailleurs handicapés et notamment d'aménager leur emploi en fonction de leur handicap. Et enfin, vous avez toute l'action de la sécurité sociale aujourd'hui pour les assurés qui sont en arrêt de travail, mais qui vont revenir au travail et il faut éviter leur désinsertion professionnelle. Et on va le voir, là on est dans l'anticipation et on est en fait avant la problématique de l'obligation, donc du cadre juridique, de l'adaptation du poste de travail et du reclassement. Voilà. Alors, pourquoi cette loi du 8 août 2016 m'intéresse tant? C'est que pour moi, elle est très importante dans le sens où elle réforme vraiment le régime juridique du traitement de l'adaptation du poste de travail et de l'inaptitude. Pourquoi? Tout simplement, c'est que nous avons aujourd'hui 3 temps qui sont distincts et successifs. En premier, vous avez 6 restrictions médicales. Alors, bon, les restrictions médicales, évidemment, qui sont visées par le médecin du travail. Alors, adaptation du poste de travail. Il y a obligation d'adapter le poste de travail de la personne qui a des restrictions médicales. 2, si impossibilité d'aménager le poste de travail ou de l'adapter, alors on passe à l'inaptitude ou plutôt au constat de l'inaptitude du salarié. 3, s'il y a inaptitude, alors il y a obligation pour l'employeur de reclasser le salarié inapte. Et je dirais 4, presque, s'il y a impossibilité de reclasser le salarié, alors on passe à la phase de licenciement. Donc on voit qu'il y a des temps successifs et qui n'arrivent pas en désordre et que aujourd'hui, le Code du travail est très clair, en commençant par l'article 46-24-3 du Code du travail, qui dit que le médecin du travail, constatant en fait des restrictions médicales du fait de l'âge ou de la santé physique ou mentale du salarié, peut proposer et doit proposer des adaptations du poste de travail, des aménagements, qui peuvent être du temps de travail d'ailleurs, à l'employeur. Voilà. Donc, après, on passe à l'article suivant, évidemment le 4, le 46-24, qui dit si impossibilité d'aménager le poste de travail, alors le médecin constate l'inaptitude. Donc, j'insiste parce que là, le Code du travail et l'article L46-24-4 du Code du travail est dans le présent. C'est-à-dire, il ne dit pas devrait ou pourrait, non, il dit constate l'inaptitude du salarié s'il y a impossibilité d'aménager le poste de travail. Donc après, vous voyez, vous avez le R46-24-42 du Code du travail, qui est un article qui, lui, est sur la constatation de l'inaptitude et qui décline en fait tout ce que doit faire un médecin du travail lorsqu'il constate l'inaptitude du salarié. Et là, il est remarquable de constater que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude, que s'il a réalisé au moins un examen médical. Et là, le Code du travail mentionne permettant un échange sur les aménagements. 2, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste. 3, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail. Et, innovation, indiquer la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée. 4, s'il a procédé à un échange par tout moyen, on y revient, avec l'employeur. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est aussi que le Code du travail mentionne ces échanges avec l'employeur et le salarié permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend assurer. Alors, vous voyez là, sur cet article, on va y revenir, c'est la question des échanges qui est très important, tant avec l'employeur qu'avec le salarié. On l'a vu, on l'avait déjà précédemment avec l'adaptation du poste de travail. L'échange est encore là, avec l'employeur et avec le salarié. Donc enfin, vous avez plus classiquement les articles qui sont propres au reclassement et au licenciement du salarié. Donc là, on est sur des 12.26.2 et 12.26.2.1 du Code du travail, avec, je dirais, ce qui change, c'est surtout le fait que le médecin du travail, dans L26.2 du Code du travail, il y a une innovation, c'est-à-dire que là, il peut indiquer, en fait,
la possibilité pour le salarié de bénéficier d'une formation, c'est-à-dire que là, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une pratique qui est, je dirais, qui surpasse la question propre du reclassement et qui va presque sur du maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que le médecin du travail peut voir une adaptation, un reclassement possible au travers d'une formation. Alors là, j'ai peut-être une précision juridique à formuler. Je rappelle qu'un employeur n'est pas dans l'obligation de reclasser un salarié sur un poste sur lequel il n'a pas la qualification. Alors là, ce qui est intéressant de voir avec cette innovation, c'est que le médecin du travail pourra très bien, dans la connaissance qu'il a des postes de l'entreprise, proposer que s'il a identifié un poste, qu'il y ait une formation adaptée. Alors, et là, on est presque dans une pratique du maintien dans l'emploi, on dépasse l'obligation, vous l'avez compris, de reclassement de l'employeur. Alors, ensuite, vous avez sur 1226.2.1 du Code du travail, là, l'innovation, c'est que l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi, un classique, soit que le salarié refuse l'emploi qui lui est proposé. Là, c'est très innovant, c'est-à-dire qu'une raison de licenciement, c'est de refuser un emploi qu'on lui propose. Et surtout, il y a la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, c'est-à-dire l'avis d'inaptitude du médecin du travail peut mentionner le fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'obligation de reclassement de l'employeur, je dirais, saute. Et donc, il est libéré et donc, il y a possibilité de licenciement. Alors, là-dessus, je dirais en première conclusion, c'est que pour revenir sur les 3 temps, c'est que l'inaptitude aujourd'hui n'intervient uniquement s'il y a impossibilité d'aménager le poste de travail. 2, il ne peut pas y avoir de reclassement sans inaptitude. Maintenant qu'on a défini et qu'on a vu un peu tous les différents articles de cette loi de 2016, je vais m'intéresser non pas purement juridiquement à leur contenu, mais aux conséquences et les effets de la réforme. Et ce qui m'intéresse, notamment en tant que consultant à la base, c'est le jeu des acteurs. Et là, ce que je remarque en analysant la loi, c'est qu'en premier lieu, le rôle du médecin du travail, je dirais, devient complètement pivot. C'est le maître d'œuvre de l'adaptation du poste de travail et du reclassement, dans le sens où il va être l'intermédiaire constant à chaque étape des possibilités et du champ des possibles. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que tout d'abord, il y a un encadrement un peu plus serré de son activité, c'est-à-dire qu'il a des obligations, et le Code du travail est très clair là-dessus. Il sollicite de sa part une étude de poste, une étude des conditions de travail et une actualisation de la fiche d'entreprise. Bon, vous l'avez compris, l'actualisation de la fiche d'entreprise n'est pas le terme exact. Il doit mentionner en fait la fiche d'entreprise et sa dernière date d'actualisation. Après, on sollicite, et ça c'est très très important, qu'il échange systématiquement avec l'employeur et le salarié à chaque étape donc, de l'adaptation du poste de travail et de l'inaptitude et du reclassement. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours et en plus avec un contenu, parce on sollicite en fait qu'il y ait quasiment un dialogue qui s'instaure. Enfin, on exige de sa part qu'il formalise par écrit ses motivations. Et notamment, au fait, il y a aussi un modèle d'avis, qui sont les nouveaux modèles d'avis, qui sont très précis, notamment avec un modèle d'avis spécifique sur l'adaptation du poste de travail, et à côté sur l'avis d'inaptitude, un avis d'inaptitude très détaillé, avec notamment les différentes cases à cocher pour dire « j'ai bien fait l'étude de poste, l'étude des conditions de travail également, et l'actualisation de la fiche d'entreprise ». Donc ça, c'est très très important à comprendre, parce que pourquoi ? C'est que si ces différentes étapes ne sont pas effectuées, la constatation, notamment d'inaptitude, peuvent être mises en cause. Alors après, je dirais, pour le médecin du travail, il y a aussi un enrichissement de ses compétences et de son rayon d'action. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est l'impossibilité de l'aménagement de poste de travail. C'est pas forcément une charge ni un pouvoir, mais la possibilité pour le médecin du travail, et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, le médecin du travail peut dire stop.
Il n'est pas la peine d'aller chercher et de s'épuiser, entre guillemets, à chercher une solution de reclassement. Ce reclassement est impossible. Je vous rappelle que précédemment, en fait, il fallait pour l'employeur entre guillemets, qu'il s'épuise et qu'il épuise toutes les solutions de reclassement avant de pouvoir licencier la personne. Là, le médecin du travail, si vous me permettez l'expression, peut siffler la fin de la partie, donc définir le champ du possible et de l'impossible, donc de libérer à un moment et de ne pas forcément chercher et ne pas engager des forces inutiles dans cette bataille qu'est le reclassement. Alors, à côté aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de la formation, je ne reviendrai pas dessus. Voilà, donc aujourd'hui, le médecin du travail, du fait, notamment j'insiste, du fait qu'il soit au centre et par rapport aux échanges et du fait qu'il peut élargir ou rétrécir le champ du reclassement, est un maître d'œuvre incontesté et surtout est le pivot de l'adaptation du poste-travail et du reclassement. Alors, l'autre acteur classique, c'est l'employeur. On est habitué, puisque je vous rappelle, l'obligation est à sa charge. Il a obligation donc de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, sauf à ce qu'il fasse connaître par écrit au médecin du travail, et là j'insiste, et c'est très nouveau, et aux salariés, les raisons de son refus d'y donner suite. Alors, l'emploi du mot refus, je ne dirais pas qu'il est forcément heureux, moi j'emploierais plutôt le fait d'objectiver et de dire, en fait, d'objectiver l'impossibilité par écrit au médecin du travail et aux salariés de répondre aux préconisations et la possibilité de reclassement. Alors, à côté, et ça c'est, à mon avis, l'innovation aussi principale de la loi, c'est la possibilité pour l'employeur de ne faire qu'une seule proposition d'emploi pour satisfaire son obligation de reclassement. Là, j'insiste, c'est très important. C'est-à-dire que précédemment, l'employeur devait épuiser toute chance de reclassement et toute possibilité de reclassement dans l'entreprise. Là, une seule proposition d'emploi suffit. Et là, j'insiste, ça veut dire que d'où l'intérêt de parler des échanges, c'est qu'il va falloir calibrer, puisque une devient peut-être la seule proposition d'emploi. Donc là-dessus, l'enjeu principal par rapport à la réforme, c'est quelle proposition on va faire, sur quelle proposition on va se mettre d'accord, est-ce que l'échange n'est pas là primordial? Alors, le dernier invité, je dirais, qui précédemment était par le Code du travail, hein, j'insiste, pas dans la pratique, n'était pas forcément présent, c'était le salarié. Là, par rapport à la réforme, il est invité, texto, à intervenir et à devenir un acteur, notamment par les échanges systématiques avec le médecin du travail. Comme le médecin du travail doit échanger avec lui, il doit donner son avis et jouer le jeu. C'est-à-dire que c'est là où aussi, j'insiste, on rentre aussi presque dans une dimension de maintien, on va y venir. Pourquoi? Parce que je dirais l'obligation de reclassement précédemment, c'est une obligation à la charge de l'employeur. On pensait que c'était supporté que par l'employeur et c'est une obligation donc qui est à la charge de l'employeur. Là, on change de perspective. C'est-à-dire que là, on vient dans une perspective presque de maintien dans l'emploi, dans le sens où le maintien dans l'emploi devient un projet. Et donc, qui dit projet, c'est pas seulement le projet de l'employeur, et c'est surtout pas le projet dans le salaire dans un sens, c'est le projet du salarié. Donc, on change complètement de perspective. Donc, et avec la conséquence immédiate pour le salarié, c'est effectivement, là-dessus, il est attendu aussi, c'est-à-dire que s'il refuse, et si un seul refus justifie le licenciement. Précédemment, il pouvait refuser, mais l'employeur devait les rechercher, j'insiste. Là, un seul refus par rapport à ou une proposition d'emploi, et là, le licenciement peut être justifié. Alors, je vais rétrécir et puis arriver aux effets totaux, je dirais, de la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réduction du champ de l'obligation de reclassement. Pourquoi? Mention expresse du médecin du travail, une seule proposition de l'employeur, 3, un seul refus du salarié et licenciement est possible. Ça, c'est l'enseignement aussi de cette loi. Donc, ce que j'observe, c'est une procédurarisation des actions. Qu'est-ce que veut dire ce mot barbare? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, en fait, le droit a presque donné un guide méthodologique aux acteurs. C'est-à-dire que par les étapes successives que je vous ai déclinées tout à l'heure, en fait, on sollicite de la part des acteurs qui suivent ces étapes successives et il faut qu'ils les fassent. Ils ont quasiment un guide par le Code du travail pour les suivre. Et si elles ne sont pas suivies, c'est qu'il y a un petit problème. Et que la procédure peut être remise en cause puisqu'il y a un trou. Alors, derrière, je dirais, il y a une formalisation des actes.
qu'est-ce que veut dire ce mot? Enfin, c'est-à-dire que là, en fait, on a des preuves. C'est-à-dire que les écrits du médecin du travail sont versés notamment au dossier médical en santé-travail, et il y a des modèles qui sont échangés aussi entre les différents acteurs pour s'assurer que tous les actes et toutes les procédures ont été accomplies. C'est-à-dire que la formalisation des actes fait qu'il y a des écrits et donc des preuves. Et la conséquence est aussi qu'il y a des réponses écrites, acceptation ou refus des propositions du médecin. Elles sont aussi là pour servir, entre guillemets, de preuve pour que tout soit justifié. Enfin, vous avez une responsabilisation des acteurs. J'appellerais ça de l'autonomie, avec des échanges, des propositions, des justifications, en gros de la négociation et des choix à faire. Alors, je ne serais complet que si j'arrivais sur une zone de complexité qu'il a fallu que j'introduise. Pourquoi? Parce qu'on a aussi travailleurs handicapés à côté et l'emploi des travailleurs handicapés. Vous savez que vous avez des salariés handicapés, et les salariés handicapés ne sont pas des salariés qui sont en restriction d'aptitude, ni en inaptitude. Mais un salarié handicapé peut connaître des problèmes médicaux et des restrictions médicales qui amènent la nécessité d'adapter son poste de travail et après de le reclasser. Dans ce cas-là, il faut vous rapporter, et là j'insiste auprès des employeurs, à l'article L5213-6 du Code du travail. Pourquoi? Cet article, en fait, est très important parce qu'il parle d'une chose qui est assez méconnue, qui est en fait que l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux salariés handicapés de conserver son emploi. En fait, il doit aller chercher toutes les aides handicap, et notamment, si c'est nécessaire, l'acteur qui est Cap Emploi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là, en fait, qui est la structure dédiée pour aider les salariés handicapés à se maintenir dans l'emploi. Et s'il ne le fait pas, c'est ça qui est très important à comprendre, il commet une discrimination, et donc le licenciement est nul. Et là, nous avons un arrêt très récent et inédit qui le rappelle avec force. Et à mon avis, il va pas être suivi, il va être suivi des faits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les barèmes Macron sautent avec le licenciement nul. Et si un salarié handicapé n'est pas reclassé ou on n'a pas adapté son poste de travail parce qu'on n'a pas fait appel aux mesures appropriées, qui sont notamment les aides pour les personnes handicapées, alors là, il y a des dommages à intérêt qui peuvent être très lourds pour l'employeur. C'est-à-dire qu'on est au-delà de l'obligation classique de reclassement, qui n'est non pas un licenciement nul, mais un licenciement sans cause. Ensuite, je dirais que je vous rapporterai au rapport IGAS qui est sorti cet été. Et cet rapport IGAS, en fait, nous fait penser, et notamment par l'intervention du défenseur des droits, que l'aménagement raisonnable, en fait, risque et normalement sera dédié dans l'avenir non pas aux travailleurs handicapés stricto sensu, mais à tout salarié qui rencontre des difficultés de santé. Puisque, en fait, le défenseur des droits, pour être complet, dit tout simplement que le droit français est moins large que le droit européen, et donc la France pourrait être condamnée au niveau de la Cour européenne de justice, et dans ce cas-là, elle devrait s'y conformer, et dans ce cas-là, l'aménagement raisonnable, ou plutôt les mesures appropriées, devraient être appliquées pour tout le monde. Ce qui veut dire, pour conclure, qu'il faut se préparer à terme à appliquer la législation sur le handicap et pratiquer l'aménagement raisonnable pour gérer l'adaptation du poste de travail et le reclassement. En gros, pour résumer, il s'agirait notamment de mettre la législation sur l'adaptation du poste de travail et sur l'inaptitude dans le cadre de l'adaptation, mais également la législation sur le handicap. Et ce qui veut dire qu'on passe en ce moment le maintien dans l'emploi est en train vraiment de naître, de mon point de vue, parce qu'on va devoir fusionner toutes ces législations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Je vais passer la parole à Carmen Pensado pour le cadre pratique. Merci. Oui, bonsoir encore. Pour ceux qui se sont connectés un peu en retard, je vous rappelle, je suis médecin du travail au sein d'Efficience. Je m'appelle Carmen Pensado et j'interviens après Messier Blautoin qui vous a bien présenté le cadre juridique assez cadré. J'interviens pour vous parler de la gestion de ces situations en pratique. Et pour commencer et situer le contexte, je voulais vous parler ou vous présenter quelques données. En ce qui concerne les inaptitudes
définitif, environ 1% des salariés du secteur privé sont déclarés inaptes chaque année. Si on parle d'arrêt des travail des longues durées, sachez qu'une personne qui est en arrêt des travail 6 mois a 50% des possibilités de ne jamais reprendre le travail. Et bien sûr, les possibilités diminuent avec la prolongation de l'arrêt. Bon, quand on parle de salariés à risque d'inaptitude, on voit qu'environ 80% de ces salariés peuvent continuer à travailler avec un accompagnement adapté. J'ai laissé pour la fin le constat qui me semble plus marquant, puisqu'il concerne la santé générale. C'est un constat clair pour certaines maladies et pour certaines personnes. Le fait d'envisager le retour à l'emploi en amont, de préparer un projet de retour à l'emploi, augmente les chances des guérissons. Et je dis bien, pour certaines maladies et certaines situations. Ces constats nous donnent bien les pistes sur les stratégies à suivre. C'est celle de la prévention. Donc, si on parle des préventions, on vous a parlé des préventions, M. Bautouan a mis l'accent sur la prévention de la désinsertion professionnelle. En fait, le médecin du travail intervient auprès de vous, employeurs, bien sûr dans le but de la prévention de la santé des salariés, mais aussi dans une perspective de maintien dans l'emploi. Et bien sûr, ça veut dire la prévention de la désinsertion professionnelle. Il vous a bien expliqué que vous êtes tenu de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour faire possible que cette personne conserve son emploi ou sinon lui faire adapter un poste et exercer quelques tâches dans votre entreprise. Ce sont des obligations qui vont vers la prévention de la désinsertion professionnelle. Et bien sûr, on conclut par dire que la bonne gestion, c'est celle qui privilégie la prévention. Et la prévention consiste à la détection précoce des situations à risque des ruptures médico-professionnelles. Qu'est-ce qu'on entend par rupture médico-professionnelle? Ce sont les personnes où le profil santé et le profil du poste ne vont plus ensemble. Dès qu'il y a le moindre signe, il faut agir. Et en prévention, c'est l'anticipation qui compte. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces sens-là? Et vous avez deux axes d'action. Je suis encore dans la diapo précédente. Donc, le premier serait celui de la prévention primaire, donc l'évaluation des risques professionnels dont on vous parle souvent, l'évaluation adressée, bien sûr, à l'identification des risques pour les éliminer si possible ou sinon les réduire. Assurez-vous que votre environnement professionnel, vos conditions de travail ne sont pas source des risques de rupture médico-professionnelle. Ça, c'est le premier axe très important. Vous savez que dans plusieurs situations de rupture médico-professionnelle, on peut signaler une problématique des conditions de travail défavorables. Faites en sorte que cela ne vous arrive pas. Le deuxième axe serait celui de l'anticipation, le repérage et des situations à risque de rupture médico-professionnelle en amont. Aidez-nous à les repérer. Bien sûr, c'est nous qui devons agir à partir de là. Je ne reviendrai pas sur l'évaluation des risques. C'est un sujet à part entière. On vous a parlé même aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire. Je vous invite à vous reconnecter demain, à partir de demain.
Mais je reviens sur l'anticipation et votre rôle dans l'aide au repérage, à la détection précoce de ces situations à risque. Vous vous demanderez qu'est-ce que vous pouvez faire et bien sûr, vous avez un rôle à jouer, bien sûr. En premier lieu, je dirais que déjà, au moment de la déclaration d'effectifs à notre service, vous avez l'obligation de nous communiquer les salariés que vous pensez qu'ils sont exposés à des risques très concrets, particuliers, dont le Code du travail exige un suivi individuel renforcé. Il y a d'autres situations, comme les situations des handicaps, qui sont aussi, qui relèvent aussi d'un suivi individuel, cette fois-ci adapté. Communiquez-nous les salariés qui vous ont fait part des situations de handicap, des problématiques santé, des salariés qui sont bénéficiaires d'une pension d'invalidité, d'une incapacité permanente partielle, qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés. Si vous êtes au courant, s'ils vous en informent, vous devez faire la déclaration auprès de notre service. Si nous ne sommes pas informés, on ne pourra pas mettre en place le suivi individuel adapté qui est exigé par le Code du travail et qui nous permettra de suivre ces salariés d'une manière spécifique ou rapprochée. Pourquoi j'ai arrêté ma vidéo? Pourquoi je suis parti? Pardon, Carmen, il y a un problème de son, docteur Pensado. Pouvez-vous réactiver le son? Je suis en son réactivé normalement, mais C'est alors, bon, vous parfait. m'avez perdu. À quel moment vous m'avez perdu? Sur l'anticipation, sur le début de repérer les absences répétées. D'accord, merci. Donc, je reprends. Repérer les absences répétées, les arrêts des longues durées et communiquer, nous, ces situations. Bien sûr, vous ne pouvez rien faire, c'est des salariés qui sont en arrêt de travail, mais pour nous, c'est des informations très importantes parce que déjà, en arrêt de travail, en respectant la période d'arrêt, la période des soins, on peut prendre en contact avec le salarié pour se mettre à disposition et peut-être déjà démarrer un accompagnement ou lui proposer un accompagnement. Je souhaite aussi vous conseiller de vous montrer à l'écoute des salariés, en dehors de ces salariés qui vous communiquent une fragilité reconnue en termes de reconnaissance des qualités des travailleurs handicapés, ces salariés qui vous communiqueraient spontanément des difficultés de santé avec ou sans relation avec le travail, avec ou sans répercussion avec le travail. S'il y a une répercussion, bien sûr, il faudra à un moment donné intervenir. Le plus tôt possible, c'est l'idéal. S'il n'y a pas de répercussions au travail, on peut les orienter, on peut les conseiller et on peut, qui sait, parfois c'est le début d'un projet de reconversion ou oui, des formations, etc. Donc, pour la gestion de toutes ces situations, M. Baudouin vous l'a dit, nous avons un rôle des pivots. Nous sommes là pour vous écouter, pour prendre en charge les informations que vous nous donnez de vos salariés. Et puis, nous serons à charge d'établir un plan d'action avec vous toujours et de solliciter les professionnels
de notre équipe pluridisciplinaire et d'autres professionnels du maintien dans l'emploi à l'extérieur de l'entreprise, de notre service. Toujours dans le cadre de l'anticipation, rester à l'écoute des signalements du médecin du travail à partir du suivi individuel en santé au travail. Régulièrement, on vient vers vous pour vous communiquer des préconisations, des restrictions ou des aménagements à caractère temporaire ou définitif, avec conflit avec la tenue du poste ou sans conflit. Ce sont des situations distinctes, mais ça peut être des situations isolées aussi, c'est-à-dire le cas le plus simple, l'adaptation temporaire. Normalement, c'est une situation réversible, mais cela peut être le point de départ d'une difficulté ultérieure, donc il faut rester vigilant. L'incompatibilité temporaire, c'est pareil, c'est le cas où la personne a une difficulté temporaire, mais l'aménagement nécessaire comporte un conflit avec la tenue du poste, et la seule solution, c'est l'orienter vers un arrêt de travail. Les restrictions ou les aménagements peuvent avoir un caractère définitif, et là, on est face à l'adaptation définitive du poste quand il n'y a pas conflit avec la tenue et on peut proposer des adaptations. Là, il faut rentrer déjà dans un dialogue permanent entre les partenaires et les acteurs pour essayer de construire un projet d'adaptation des postes. Et puis, là, le dernier des cas, c'est lui qui amène à l'inaptitude et à la proposition des pistes pour un reclassement. Donc, il vaut mieux détecter les cas en amont dans les premières phases, parce que si on arrive à prendre connaissance d'une situation dans le dernier cas, vraiment, là, on pourra faire grand-chose, on ne pourra pas faire grand-chose. On n'est pas vraiment dans le cadre de la gestion, on va plutôt que gérer, on va subir les conséquences, c'est ça. Donc voilà, à tout moment, nous, on est tenu de solliciter notre équipe parce qu'on ne peut pas construire un projet d'adaptation des postes ni des reclassements tout seul. Il faut que ça soit fait avec du temps, et puis avec le concours de plusieurs professionnels. Donc, les échanges sont nécessaires entre tous les acteurs et entre tous les partenaires, aussi bien à l'intérieur de notre service qu'à l'extérieur. Donc, pour continuer, c'est ce que je disais, c'est la clé d'une bonne gestion, les échanges fréquents et réguliers. Monsieur Bautouin vous a expliqué que c'est formalisé. On est obligé d'établir un échange à chaque fois qu'on vous communique une difficulté de tenue d'un poste d'un salarié. À chaque fois qu'on vous propose une adaptation, les échanges doivent être déclenchés et même formalisés. Donc, privilégions la communication à chaque étape entre nous, entre les partenaires, entre les acteurs, le salarié, le médecin du travail ou un membre de son équipe ou un professionnel du maintien dans l'emploi de l'extérieur, un chargé des services de mission du Cap Emploi, par exemple, l'employeur soit directement le chef d'entreprise ou sinon représenté par la personne de son choix, un référent handicap, un responsable hiérarchique, le DRH. La communication à chaque étape est essentielle. Rappeler aux salariés leur droit à solliciter le médecin du travail à n'importe quel moment lors de la visite à sa demande. Il peut demander à nous voir en activité à n'importe quel moment s'il a un conseil à prendre auprès du médecin du travail
où il y a un souci qu'il pense qu'il pense qu'on peut l'aider. Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, et ça c'est très important pendant l'arrêt des travaux, ces visites sont essentielles. Il faut sensibiliser les salariés pour prendre contact avec nous lors des arrêts des travaux, surtout les arrêts prolongés. C'est le moment idéal pour que nous, on prenne connaissance de sa situation. On va déjà analyser les possibilités, on va prendre contact avec ses médecins, on va se faire une idée de son profil santé, de ses capacités résiduelles. On va voir quelle est la prédisposition du salarié, quelles sont les possibilités. On va contacter nos collègues du maintien dans l'emploi, notre équipe pluridisciplinaire au centre d'efficience, la cellule de maintien dans l'emploi, et aussi les collègues de l'extérieur, Cap Emploi, si nécessaire. Donc, les échanges. Et puis, en ce qui concerne la visite des pré-reprises aussi, dire qu'il y a beaucoup de possibilités si on propose un accompagnement déjà depuis l'arrêt des travaux. On peut commencer déjà à mobiliser des prestations, des maintiens dans l'emploi, même des aides financières pour des aménagements, etc. Je vais vous citer quelques prestations des maintiens dans l'emploi, mais à continuation, mais je ne m'arrêterai pas trop ici parce que c'était le sujet d'un autre webinaire qui a eu lieu à 9h30 ce matin, où on vous a présenté la mission de notre cellule des maintiens dans l'emploi, la cellule d'efficience, et les acteurs, enfin les membres de cette cellule se sont présentés et ils ont bien parlé des prestations, des maintiens dans l'emploi, des aides financières. Je vous invite à le revoir en replay à partir de demain. Mais quand même, je vous cite déjà qu'en arrêt des travaux, on peut mobiliser pas mal de prestations qui peuvent nous faire gagner du temps. Donc, par exemple, une action d'accompagnement, il s'agit d'un accompagnement qui peut durer jusqu'à 4 mois, il me semble, et qui consiste à créer un nouveau projet professionnel pour un autre métier ou un projet aussi de formation. On peut mettre en place aussi la réalisation d'un bilan des compétences pour faire un point sur les compétences du salarié, mais aussi sur ses capacités résiduelles, parfois capacités physiques et cognitives, et puis ses motivations. Il s'agit de créer un projet professionnel ou un projet de formation. La formation diplômante aussi, qui faciliterait l'accès à un nouvel emploi. Là, il faut l'accord du médecin traitant parce que la réalisation de cette formation doit être compatible avec l'état de santé du salarié. On est dans le cadre d'un salarié qui est encore en arrêt de travail. Un essai encadré, M. Baudouin l'a cité, on peut mettre en place un essai encadré si on a construit déjà un projet d'aménagement de poste, d'adaptation et qu'on souhaite tester en entreprise. C'est possible, 3 jours pendant l'arrêt des travaux. Il y a la possibilité aussi pour les salariés qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés d'établir un contrat de rééducation professionnelle en entreprise avec vous pour une réadaptation du poste ou pour l'apprentissage d'un nouveau métier dans votre entreprise, par exemple. Après l'arrêt des travaux, donc c'est le slide suivant, le salarié aura certainement besoin d'aménagement pour reprendre son travail et vous en connaissez quelques formules, quelques dispositifs. Il peut avoir besoin d'une reprise à temps partiel, un aménagement
de son activité en termes de matériel, d'équipement, d'organisation, des rythmes de travail. Ces modalités sont organisées entre vous, le salarié et nous, hein. Sinon, on peut mettre en place aussi un contrat de rééducation professionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se faire pendant l'arrêt, mais aussi après l'arrêt. La formation en centre de rééducation aussi, accessible aux salariés reconnus en qualité de travailleurs handicapés. Bref, il y a plusieurs possibilités. Je voudrais peut-être, ce matin, on vous a largement parlé et c'était très bien expliqué par les professionnels du maintien dans l'emploi, notre cellule de maintien dans l'emploi. Je vous y invite vraiment à le revoir en replay. Et pour terminer, donc je pense que vous avez compris, la bonne gestion et la bonne pratique, je dirais, serait celle qui intègre l'anticipation, la communication et la pluridisciplinarité. Et pourquoi? Parce que la plupart des cas qui se terminent par une inaptitude peuvent être détectés en amont, avec du temps, donc avec l'anticipation. On peut quand même déjà voir qu'une situation va dégénérer et qu'il va avoir besoin d'aide. On peut éviter, bien sûr, la désinsertion professionnelle d'un salarié à la suite d'une inaptitude et en même temps préserver l'activité de votre entreprise. Il faut plutôt, je dirais, préserver l'activité de l'entreprise. C'est pour ça que les préconisations qu'on vous fait à tout moment, pas seulement pour l'inaptitude, mais pour l'adaptation des postes, même en adaptation temporaire, les préconisations qu'on vous transmet, je disais, doivent être réalistes et aussi réalisables, tenant compte du contexte de votre entreprise, de votre activité. Ceci nécessite bien sûr qu'on connaisse votre entreprise, les postes, votre activité, qu'on ait une certaine connaissance de votre établissement. Et puis, pour finir, je dirais que plus le diagnostic de la situation à risque est précoce, plus la gestion sera allégée et plus les conséquences seront moins lourdes. Enfin, c'est vrai que les conséquences d'une inaptitude, quand on n'a pas anticipé, peuvent être très lourdes. Pas seulement pour le salarié, bien évidemment, qui va se retrouver sans emploi, mais aussi pour vous, pour toutes les raisons que M. Bautouin vous a exposées dès le début. Il y a des obligations, on doit agir et travailler ensemble dès le début, dès qu'on détecte qu'une personne peut avoir des difficultés. Voilà, je pense que je m'arrête là et je vous remercie beaucoup par votre présence et votre attention. Et puis, c'est le temps il me semble qu'on a du temps pour les questions. Si on... Alors, oui, Carmen, oui, il est quoi, 17h50? Peut-être que je suis peut-être en avance. En tout cas, ça nous reste 10 minutes. Ce que j'ai pu voir... Si, il y a des questions. En fait, je suis désolé, j'avais peut-être oublié tout à l'heure mon micro. Et en fait, j'avais sollicité de la part de la personne qui a posé une question de préciser en fait sa pensée. Donc, on a deux questions. Si tu veux, on peut essayer d'y répondre en commun. Alors, évidemment, moi, sur le plan juridique, et après, tu donneras ton avis de médecin du travail. On fait comme ça? Oui, vas-y. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que notre interlocuteur, nous demandait, le médecin du travail peut-il viser des restrictions médicales, donc une inaptitude partielle du salarié handicapé pendant son arrêt de travail? Donc non, en général. Donc là, je lui ai demandé de préciser sa pensée, en fait. Et en fait, cette personne, donc je vais peut-être répondre à cette question tout simplement parce qu'elle est quand même intéressante.
même si ce n'était pas forcément ce qu'elle avait voulu formuler. Alors, un médecin du travail peut-il viser les restrictions médicales d'un salarié handicapé? Alors, pour moi, évidemment, dans le sens où un salarié handicapé tient son poste, il n'y a pas de restriction médicale, on a pris en charge et surtout on a compensé son handicap. Du fait qu'on ait compensé son handicap, il n'y a pas de restriction médicale. Donc, à partir de cela, le médecin du travail, observant que cette personne n'arrive plus à tenir son poste de travail dans les conditions qui ont été déterminées, il peut observer des restrictions médicales et dans ce cas-là, il faut adapter son poste de travail. Ça, c'est ma réponse juridique. Est-ce que tu as… Carmen? J'ai rien à dire. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un salarié handicapé, Voilà. une qualité de travail handicapé qui présente des difficultés pour la poursuite de son activité à son poste et qui nécessiterait des restrictions. Donc voilà, alors après, c'est pour ça que notre interlocuteur a précisé sa pensée et a dit un salarié est en situation d'arrêt maladie de longue durée, est-ce que la médecine du travail peut statuer sur le handicap partiel ou total? Alors, je reprends juridiquement et après, pareil, tu commentes. Alors, moi, quand je lis un salarié en situation, donc étant en arrêt maladie, donc de longue durée, est-ce que le médecin du travail peut statuer sur le handicap partiel ou total de cette personne? Alors là, j'insiste, il faut différencier l'inaptitude et le handicap. Sur l'inaptitude, le médecin du travail est compétent. Sur le handicap, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le statut de travailleur handicapé. Le statut de travailleur handicapé va par la MDPH, par la procédure d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc là, c'est un process particulier avec des médecins qui participent à la MDPH à statuer sur le handicap de la personne. Donc ça, on est en dehors du service de santé de travail. Le médecin du travail va être juste là pour voir si la personne peut tenir son poste de travail. Et dans ce cas-là, s'il y a des restrictions médicales et si elle ne peut pas tenir son poste de travail, si elle est inapte. Voilà. Moi, c'est ma réponse juridique. Oui, je pense je suis d'accord, il y a une confusion entre le terme handicap et l'incompatibilité au poste. Oui, je suis d'accord. Une personne qui est reconnue en qualité des travailleurs handicapés, c'est une personne qui a un problème de santé qui éventuellement, et seulement éventuellement, pourrait poser problème pour son travail. Mais ce n'est pas obligé. Il y a plein de personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés qui ne retrouvent pas des limitations à son poste. Donc, il n'y a pas vraiment de handicap. Ces personnes sont très bien adaptées au poste et peuvent travailler parfaitement. Autre chose, c'est l'incompatibilité temporaire à un poste, temporaire ou définitive. Si vous avez, pour choisir un sujet d'actualité, un test Covid positif, vous allez être incompatible au poste de manière temporaire. C'est-à-dire que vous devez rester chez vous en arrêt de travail. Mais d'ici quelques temps, si tout va bien, vous allez pouvoir revenir au poste. Et alors, vous reprendrez sans aucun souci et vous serez intégré au poste de nouveau. Ça, c'est l'incompatibilité temporaire. Par contre, lorsque vous avez un problème de santé qui comporte une maladie chronique ou un handicap définitif d'une séquelle d'un accident ou une situation autre qui va changer complètement l'approche de votre travail et qu'il va falloir qu'on intervienne pour adapter le poste à votre problème de santé, que vous soyez reconnu en qualité de travailleur handicapé ou que vous ne le soyez pas. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question. Alors, pour terminer, cette même personne nous posait la question, pendant son arrêt de travail en longue durée pour maladie, le salarié peut-il se rapprocher de la médecine du travail à sa propre demande et autant de fois qu'il le souhaite? Alors là, pareil, je te propose du point de vue juridique, moi je réponds oui, absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant un arrêt de travail, en fait, le contrat est suspendu. Ce qui est intéressant, c'est que l'employeur, théoriquement, n'a pas de nouvelles et n'a pas à demander de nouvelles du salarié. Par contre, le salarié, lui,
en fait, peut se préoccuper de son retour à l'emploi, ainsi que le médecin traitant ou le médecin conseil. Et dans ce cas-là, le salarié peut contacter, et même il est conseillé que, il me semble, là je dépasse ma compétence, mais en tout cas, c'est bien, l'outil est fait pour ça, c'est-à-dire qu'il y a l'examen de pré-reprise qui est fait pour le salarié qui est en arrêt de travail, et pour anticiper son retour dans l'emploi, et pour faciliter son retour dans l'emploi, il lui est conseillé de solliciter le médecin du travail pour effectivement discuter de ce retour et le cas échéant des adaptations du poste de travail à faire, et même et s'il y a une aptitude d'envisager le reclassement dès avant la fin de la suspension du contrat de travail. Alors, juste un petit conseil, je me le permets pour les employeurs, même si vous n'avez pas comment dire, vous pouvez effectivement converser avec votre salarié, mais vous ne pouvez pas solliciter un examen de pré-reprise pour votre salarié auprès de la médecine du travail. Donc, le conseil pourrait être de lui dire que ce droit existe. Attention, c'est un droit du salarié, mais peut-être le renseigner de façon légère et lui dire que le médecin du travail est toujours là auprès de lui, même pendant son arrêt de travail. Voilà ce que je voulais dire juridiquement. Oui, je suis d'accord. Il faut toujours proposer aux salariés le recours au médecin du travail, y compris pendant l'arrêt et surtout pendant l'arrêt des travails. Et puis, oui, je suis d'accord avec M. Boutouin. En arrêt des travail, nous, on ne donne pas des avis sur la capacité à reprendre tout de suite. Mais par contre, lorsque on débute un accompagnement pour le maintien dans l'emploi, pour la prévention de la désinsertion professionnelle, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il peut être pertinent dans la plupart des cas, qu'on intègre l'employeur pour lui faire part déjà des recommandations qui peuvent venir à partir de la reprise. On prépare déjà la reprise et on communique à l'employeur des possibilités d'adaptation pour la reprise, tout si le salarié est d'accord, bien sûr. C'est lui qui nous accorde la communication à l'employeur, mais c'est dans son intérêt. Hein, donc, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour ces précisions, Carmen. Alors, je regarde là, les questions et les réponses. Pour le moment, nous avons répondu aux questions qui étaient posées. Nous sommes proches du terme de notre webinaire. Même là, nous sommes à la pointe du temps qui nous a imparti. Vous pouvez encore nous poser des questions, je crois, et nous y répondrons ultérieurement. Nous vous orienterons vers les personnes qui pourront vous répondre. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Et merci Carmen en tout cas, et j'espère à une prochaine fois. Merci à tous. Merci, à la prochaine fois. Vous pouvez regarder ça en replay, mais surtout, je vous conseille de regarder celui de ce matin qui va compléter par un cas pratique ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci Carmen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Au revoir.